Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Bienvenue dans les vraies voix de l'été sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour. On est entre les deux. On est entre les deux. Comment ça va, Frédéric Brindel ? C'est une émission spéciale, hein, ouais. parce que l'actualité est un peu particulière, chaude. C'est comme, pas comme la météo, quoi. Oui, voilà. Mais ce n'est pas à nous de voter aujourd'hui. En revanche, ça vote. Alors justement, bienvenue, je l'ai dit, dans les vraies voix de l'été sur Sud Radio. On est avec vous, vous le savez, jusqu'à 19h. Quelles sont vos attentes à vous ? Vous avez des sujets brûlants à partager ? On est là pour vous écouter. Vous appelez au standard au 0826 300 300. Hier, pour notre débat de 17h30, une nouvelle choquante a été révélée. Un rapport commandé par Emmaüs et réalisé par le cabinet EGAE, spécialisé dans la prévention des violences, indique que 7 femmes accusent l'abbé Pierre de les avoir touchées de manière inappropriée et agressées sexuellement. Ces incidents se seraient produits entre les années 70 et 2005, soit 2 ans avant la mort de l'abbé Pierre en 2007. Celui qui fut élu 17 fois personnalité préférée des Français cachait une toute autre réalité a priori. De plus, il semble que certains de ses comportements étaient connus des membres de l'organisation. Les personnes qu'on adule se sentent parfois indiscutables, leur pulsion ne s'autorise aucune retenue. Combien d'adorateurs ont été abusés ? Une nouvelle fois, la question se pose dans notre grand débat de 17h30. Hashtag libération de la parole et hashtag violence sexuelle. La question donc, êtes-vous surpris des accusations contre l'abbé Pierre ? Vous répondez sur le compte X de Sud Radio. Oui, vous votez sur Twitter et vous êtes surpris à 72%. N'hésitez pas aussi à nous appeler au 0826 300 300 pour réagir. Puis pour 18h40, coup de projecteur. Aujourd'hui, à partir de 15h, les députés siègent à l'Assemblée nationale depuis 15h pour élire leur président qui deviendra le 4e personnage de l'État. Le scrutin se déroulera à bulletin secret sous la présidence du doyen d'âge, assisté par les 6 plus jeunes députés qui joueront le rôle de secrétaire jusqu'à la formation du bureau. Le résultat de ce vote est incertain en l'absence de majorité absolue, rendant l'élection particulièrement ouverte. Alors il y a 6 candidats officiels, on vous les rappelle. Yael Braun-Pivet de Renaissance, la présidente sortante, le centriste Charles de Courson du Lyot, Philippe Juvin des Républicains, Sébastien Chenu du RN, Naïma Mouchou de Horizon et André Chassaigne du PCF, représentant unique du nouveau Front Populaire. Les débats se poursuivent. Jamais une élection n'a semblé, sans jeu de mots, aussi imprévisible. Oui, je le savais. Bravo. Le coup de projecteur de 18h40, donc, hashtag élection, hashtag perchoir. L'identité du président de l'Assemblée nationale est-elle pour vous majeure, stratégique, symbolique ou anecdotique ? Alors, vous donnez dès maintenant votre avis. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs. Alors, majeur à 18%, stratégique à 27%, symbolique à 23% et anecdotique à 32%. Donc, c'est anecdotique tout juste qui gagne. C'est un beau match à 4. C'est un beau match. C'est un beau match. Continuez à voter sur le compte X et puis à nous appeler. On vous le rappelle au 0826 300 300. Alors, exceptionnellement, match à 4, on disait 4, c'est le jour. En ce jour d'élection à l'Assemblée nationale, nos vraies voix sont 4. Effectivement, comme vous venez de le dire. Et alors, parmi elles, un ancien président. Ah oui, monsieur François de Rugy, ancien ministre et président de l'Assemblée nationale. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est à la fois vraie voix et à la fois guest star un peu ce soir. Allez, faisons-nous plaisir. Ça vous fait plaisir? On va retenir vraie voix. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Vous avez travaillé votre sujet ce soir. C'est gentil ça. Madame Belair. Comment c'est fort? Je suis en forme ce soir. Moi aussi. Ouais, c'est bien alors. Allez-y Fred. Une incontournable pour moi en l'occurrence. À chaque fois j'ai l'occasion de la solliciter parce qu'elle nous éclaire et elle ne retient jamais ses mots. Priscilla Ludowski, co-autrice désormais de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies. C'est aux éditions au Diable Vauvert. Bonsoir Fred. Prêt à... Oui, parce que au Diable Vauvert, oui, voilà, on c'est avait ça. compris. Vous cherchiez le jeu de mots en fait. Ouais. Bon, prêt en cette journée à attaquer Franco, quoi. Hein. Ouais, pourquoi pas. Ouais, mais je vous fais confiance. Et puis nous avons Mathieu Hoc. Mathieu Hoc, vous êtes secrétaire général du think tank Le Millénaire. Bien le bonsoir Mathieu. Bonsoir à vous. Et bienvenue sur ce plateau. Lui c'est la Rolls-Royce, hein, vous allez voir ça. Il ça a toujours file. un petit mot sympa. Ah là, ouais. Allez au 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, vous tapez vos coups de gueule, on file au répondeur. Bonjour Sud Radio, Guy Paris. Eh bien, nous sommes dans une situation assez catastrophique, mais qui n'est pas perdue. D'accord ? Nous avons une très grosse dette à combler, d'une part, et d'autre part, il y a ce manque d'entente. Ces 3 partis qui sont à l'Assemblée sont quasiment de force équivalente. C'est le moment ou jamais pour que ces 3 partis s'entendent pour travailler sur ce qui est essentiel pour la conduite du pays, pour le redressement de la France. Voilà, c'est à eux de s'entendre, de lâcher du lest, lâcher leur spécificité, leur idéologie personnelle, pour s'entendre
pour mettre en place ce qu'il faut pour redresser le pays. C'est le moment ou jamais. Merci pour votre écoute. Alors c'était Guy qui nous appelait de Paris. C'est super positif comme message. Merci Guy. Voilà, comme quoi le manque d'entente n'est pas forcément une catastrophe. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Tiens, François de Rugy, je vous pose la question par hasard. Ils vont s'entendre ou pas? Il a raison, notre auditeur. C'est pas en soi une catastrophe. Après, il y a une réalité quand même à laquelle on est confronté déjà depuis le soir des élections, du deuxième tour des élections législatives anticipées. C'est qu'en France, on a une culture de l'affrontement. On a une culture politique qui est plutôt fondée sur chacun doit tenir sa position à 100% et ne rien céder, ne rien négocier. Le compromis est quasiment un gros mot. Alors que dans une situation comme celle que nous vivons, où il n'y a pas de majorité absolue, il faut dialoguer, il faut négocier et il faut passer des compromis. Alors sur l'installation de l'Assemblée nationale, il y a un peu de dialogue, il n'y a pas vraiment de compromis à avoir. En fait, il faut appliquer le règlement, donc c'est pas si compliqué que ça. Mais même ça, il y a déjà des forces politiques qui s'y refusent. Quand il y a des forces politiques qui disent ni RN, ni LFI ou pas le RN dans les instances de l'Assemblée nationale, déjà ça veut dire qu'elles veulent faire fi des règles de l'Assemblée nationale qui sont inscrites noir sur blanc. Mais en plus, on avait déjà des vice-présidents RN avant cela. Et de LFI d'ailleurs, dans le précédent mandat. Et non seulement ça n'a pas empêché l'Assemblée de fonctionner, mais moi je dis que c'est ce qui permet à l'Assemblée de bien fonctionner. Puis ensuite, il y aura le dialogue sur le fond politique, sur un accord politique de gouvernement, ce qui est différent. Ce qui se joue cet après-midi à l'Assemblée nationale, c'est pas de savoir qui sera le prochain gouvernement. Il faut pas tout confondre. Ce qui se joue, c'est est-ce que l'Assemblée nationale va être capable de s'organiser normalement, sereinement, entre tous ces groupes. Et puis ensuite, il y aura la question de savoir qui pourra gouverner. C'est pas parce que vous aurez un président ou une présidente de l'Assemblée nationale de telle ou telle couleur que vous aurez demain un gouvernement de la même couleur. Ça, ce serait une confusion entre l'organisation de l'Assemblée nationale et le gouvernement futur de la France. Avec le but du jeu, évidemment, trouver quand même des compromis. Priscilla Ludowski, on connaît vos engagements plutôt à gauche, appelons un chat un chat. Ça semble pas facile quand on est point de vue gauche, là, un petit peu là, excentré comme ça, là, par rapport au perchoir, de vouloir discuter avec les autres. L'auditeur le dit bien, il faut quand même essayer d'avoir un peu de dialogue quand même, non? C'est sûr que dans le contexte actuel, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Après, j'entends ce qui se dit sur le fait que les pôles sont en place et donc il faut à un moment donné discuter avec les uns et les autres, sauf que moi je questionne quand même la simple présence du RN à l'Assemblée. Ils y sont, mais en fait est-ce qu'on a envie dans ce pays d'avoir autant de personnes d'un parti d'extrême droite encore qualifiées comme telles par le Conseil d'État au sein d'une Assemblée qui a le pouvoir de changer la vie des gens? Bon, ça, ils y sont, mais voilà, je questionne quand même l'accession aussi facile de ces personnes dans des instances décisionnelles. Et puis après, je me pose la question de l'humilité aussi des personnes qui se portent candidates pour la présidence, notamment celle de Yaël Braun-Pivet, puisqu'il y a eu une dissolution. Donc je me dis, voilà, est-ce qu'elle s'accroche pas au pouvoir comme une moule à son rocher? Ah oui, carrément. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mathieu Hoc? Parce que le point que soulève Guy est très intéressant et ça a déjà existé dans l'histoire française. Ça s'appelle l'Union sacrée. Les Français l'ont fait en 1914, avant la Première Guerre mondiale, justement, où face à un danger qui était dans le péril de l'armée allemande, du coup, et de la Première Guerre mondiale, l'ensemble des partis politiques, allant de la droite, même royaliste, jusqu'aux socialistes après le décès de Jean Jaurès, l'assassinat de Jean Jaurès, se sont alliés sur un programme commun, du coup, qui était un programme de guerre pour le coup. La difficulté qu'on a là actuellement, c'est comme vous l'avez rappelé juste avant, c'est qu'en fait, la polarisation aujourd'hui de la vie politique, avec ces trois pôles qui ne s'entendent sur rien en termes de propositions, c'est-à-dire un bloc central, un bloc de gauche et un bloc de droite nationale, font qu'aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir mettre en œuvre ce type de projet, l'Union sacrée, et avec la difficulté quand même qui est la suivante, c'est que aujourd'hui il y a beaucoup de gens, comme vous l'avez dit, qui ne veulent pas gouverner, qui ne veulent pas justement même du Rassemblement national dans certaines instances de l'Assemblée nationale. Donc on peut pas aujourd'hui demander l'Union sacrée avec des gens qui ne veulent pas aujourd'hui travailler, même si il y a un péril, on peut dire un péril financier, un péril avec des nouvelles mutations mondiales, il y a la guerre en Ukraine, etc. Malgré tout, la menace n'est pas suffisamment grave pour que les forces politiques puissent s'entendre sur un programme d'Union sacrée. C'est pour cela que ça ne fonctionnera pas. Sébastien Ménard, lui, il œuvre pour ça en général. Pour l'Union sacrée. Oui, l'Union sacrée, il n'y a pas d'Union sacrée dans la mesure où on est dans l'ère du marketing politico-médiatique. On est clairement là-dedans. Donc il y a, comme le disait le président de Rugy, on a à la fois évidemment des règles du jeu qui sont pourtant bien installées, j'ai même envie de dire bien confortables, parce que finalement aujourd'hui, si il n'y a pas besoin d'être doctrinaire ou fantaisiste. Aujourd'hui, il suffit d'appliquer
je dirais, les règles du jeu. Les règles du jeu institutionnelles, les règles du jeu qui, quelque part, régissent l'organisation de l'Assemblée nationale. C'est pas très compliqué, mais a priori, on s'y refuse pour des raisons de posture, pour des... Il y a souvent deux partis qui posent problème. C'est le RN, Priscilla le disait, c'est LFI aussi, quoi. C'est les deux, quoi. Mais Priscilla, vous avez raison et pas raison. On peut déplorer que y ait que le premier parti aujourd'hui représenté à l'Assemblée nationale, c'est pas la NUPES 2.0, comme j'ai l'habitude de le dire sur cette antenne, c'est le Rassemblement national. Ça me consterne, mais c'est cette réalité-là. Et ça a été un choix des électeurs, et c'est important de le souligner. Il représente entre 10 et 13 millions d'électeurs en France. Voilà, confère le résultat de Marine Le Pen au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle et les résultats beaucoup plus contemporains aux élections législatives. Donc on est clairement dans l'ère du marketing politico-médiatique où le truc le plus important qu'il faut quand même pas perdre de vue, je l'ai pas encore entendu, c'est l'agenda. Ce qu'intéresse les uns et les autres en leurs grades et qualités, je dirais, au sein des collectifs, au sein des partis politiques, au sein même des courants politiques, au sein des familles politiques. J'appartiens moi-même modestement, en tant qu'entrepreneur, élu local, à une famille politique. Mais on voit bien qu'il y a des agendas. Et les agendas sont même plus cachés, en fait. Puisque l'idée, c'est je dois peser sur l'aile gauche, donc je dois dire, comme l'a dit mon camarade Attal, il faut ni LFI, ni le RN dans les instances de l'Assemblée nationale. Je suis désolé, mon cher Gabriel, c'est même pas ce que tu penses au fond de toi. Vous êtes ami avec Gabriel Attal. Et évidemment, depuis longtemps. Mais c'est ça qui est complètement fou. Donc aujourd'hui, on est dans des postures, quelque part pour prendre date. Voilà, avec ce qui serait susceptible de se passer dans 6 mois ou dans 2 ans. Voilà. Bon, les vraies voix, on a planté le décor. Allez. Là, c'était bien grâce à Guy de Paris. C'est bien. Merci Guy. Ah, oui. Et on continue avec nos auditeurs 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez. On a Muriel qui nous appelle de Béziers, qui va être avec nous aujourd'hui. Bonjour Muriel, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à vous. Alors Muriel, vous avez un coup de gueule. Allez-y, on vous écoute sur la surcharge des hôpitaux. Moi, c'est sur ça. le SAMU 34. Ouais, donc dans l'Hérault, alors, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Allez-y, on vous écoute. Je vous le développe, d'accord. Ah oui. Alors, lundi, j'ai eu un dérangement intestinal. Je suis désolée pour les auditeurs. Ça arrive à tout le monde. On en parlait avec Judith au moment de plonger dans la Seine, vous voyez. Ah oui, c'est vrai, je vais prendre des probiotiques. Non, mais je rigole pas, là. J'ai fait un malaise vagal. Et donc, un malaise vagal, vous n'en mourrez pas, mais vous êtes très très mal. Voilà. Donc, j'ai appelé le 15. J'ai déjà mis 10 minutes pour avoir une standardiste qui ensuite m'a aiguillé 20 minutes après sur le médecin régulateur. Et le médecin régulateur m'a dit, écoutez, attendez encore 1 heure. Et si ça va pas, vous nous rappelez. J'ai appelé mon voisin qui m'a emmené aux urgences d'une clinique où j'ai été pris en charge. Aujourd'hui, je vais mieux, mais j'étais vraiment dans un état lamentable et fatigué. Voilà. Vous sentez ce manque de praticiens au quotidien, en fait. C'est pas simplement Béziers, pour les hôpitaux. Je gueule, mais je comprends que ces gens-là aussi, on leur donne pas les moyens d'avoir du personnel, d'avoir des médecins, des choses comme ça. Alors, ils trient sans savoir, et en plus, je suis une opérée du cœur, donc j'aurais pu tricher en disant j'ai le cœur qui s'emballe. Non. Voilà. Ça, je trouve ça, maintenant, il faut qu'ils s'attellent tous à nous mettre la santé en état de marche. Voilà. Merci Muriel, vous restez avec nous. Oui, vous êtes notre auditrice fil rouge. Voilà, pendant cette émission. On a bien entendu votre coup de gueule. Et puis on va revenir juste après la pause pour les 3 mots, notamment dans l'actu de Tour Félix de France Mathieu. arrive, et puis voilà, le Tour de France qui va arriver juste avant, a priori. Allez, à tout de suite. Les vraies voix de l'été sont avec vous, Judith Belair. Je me présente parce qu'il ne le fait pas, sinon Frédéric Brindel. Comment ça? Non, parce que souvent je dis votre nom au début d'émission et puis vous dites pas le mien. Je tiens à le souligner à l'antenne. Ah oui, mais parce que le monsieur là, la belle voix là que je rêve d'avoir, parce que c'est une belle voix grave. Il le fait. Judith Belair et Frédéric Brindel. Donc moi, si je passe derrière, je dis Judith Belair avec ma petite voix comme ça. C'est ça, genre. Ça ne marche pas. Allez, Tour de France. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France.
On s'approche de l'arrivée, 18e étape, Gap jusqu'à Barcelonnette, 179 km 500. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, c'est la fête, c'est la Saint-Frédéric, d'accord, mais c'est la fête des échappés. Aujourd'hui, Vincent Barthaud, et il y a un Français qui peut gagner, dites-nous tout. Exactement. Alors on a assisté vraiment à une étape formidable avec un groupe d'échappés de plus de 40 coureurs, ce qui a été rare quand même depuis le début du Tour de France. Mais là, il y a 3 coureurs qui se sont extraits effectivement avec beaucoup de... Il y a 3 coureurs. Il y a effectivement un Français, Matteo Verger, mais il y a 2 coureurs qui ont beaucoup d'expérience à ses côtés. Ça va être un peu compliqué pour Matteo Verger, mais il a quand même une petite pointe de vitesse. Alors, dans ce groupe, il y a Victor Campanert, qui a été quand même plusieurs fois champion de Belgique et champion d'Europe contre la montre, et puis surtout Mika Kaciowski, le coureur d'Ineos, qui a à son actif 10 Tours de France. Il a déjà été champion du monde en 2014. C'est un coureur qui a aussi gagné Milan-San Remo, l'Amstel Gold Race, qui a déjà gagné 2 étapes du Tour de France. C'est vous dire, mon cher Fred, ça va être dur pour nos Français. Les chances vont être minimes pour le petit Matteo, alors que le petit Matteo vient d'attaquer. On est dans le dernier kilomètre. 800 mètres de la ligne d'arrivée. Ah oui. Il essaie de surprendre Campanert et Kaciowski. Est-ce qu'il va réussir à aller au bout? On est à 700 mètres. Ça va vraiment être compliqué, mais c'était la seule chance pour le Français d'essayer de gagner aujourd'hui. Mais encore une fois, il a affaire à 2 adversaires qui ont beaucoup d'expérience. On se regarde dans les derniers mètres. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il peut gagner? Il peut toujours gagner puisqu'il fait encore partie des groupes des 3. Il va relativement vite au sprint. Ça va aussi être une question de fraîcheur. Matteo Verger. Allez, on Matteo. doit aussi vous rappeler que c'est son premier Tour de France. C'est un néophyte. Est-ce qu'il va savoir gérer ce final? C'est incroyable. Allons-nous assister à une autre victoire française? Nous sommes à 200 mètres. Ça y est, le sprint est lancé. Il y a Victor Campanert. Victor Campanert qui a l'air vraiment de se détacher. C'est le Belge. Il me semble qu'il va gagner. Et le Français, Verger, 2e. Et Kaciowski, 3e. C'est bien dommage. C'est joli, 2e. Et le peloton est loin, hein. Le peloton maillot jaune, loin. Le peloton maillot jaune, effectivement. Ils se sont un peu désintéressés de la course. Il n'y aura pas de changement au classement général, puisque Pogacar est avec Vingegaard. Ils sont pratiquement à 8 minutes des hommes de tête. Mais encore une fois, on a failli avoir une victoire française ici à Barcelonnette. C'est bien dommage, mon Fred. Merci Vincent, merci Vincent Barthaud. Sud Radio fait son tour de France. Oui, j'ai voulu parler avec avant agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. Les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix. Perchoir, incendie et village. Encore 4 candidats et jusqu'à 3 tours possibles. Les députés élisent en ce moment même le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. Le communiste André Chassaigne est arrivé en tête au premier tour devant Sébastien Chenu du RN, puis la sortante Renaissance Yael Braun-Pivet. 7 personnes, dont 3 enfants et un adolescent, périssent dans l'incendie de leur immeuble à Nice la nuit dernière. Incendie très probablement criminel dans un quartier gangréné par le trafic de drogue. Et puis c'est parti, le village olympique a ouvert ses portes en Seine-Saint-Denis à 8 jours des JO. Parmi les premières délégations arrivées aujourd'hui, la Thaïlande, l'Australie et la Colombie. Les vraies voix Sud Radio. Vive le vent, vive le vent. Vive le vent d'été. Vive le vent d'été pourra chanter ce soir le Benjamin de l'Assemblée nationale, Flavien Termé, député RN des Ardennes, après la séance d'aujourd'hui. Car oui, il a gardé l'urne pendant que ses collègues votent pour la présidence de l'Assemblée nationale. Beaucoup de députés de gauche refusent de lui serrer la main depuis tout à l'heure. Le député LFI de Haute-Garonne, François Piquemal, s'est même illustré en lui répondant par un chifoumi. Vous savez, un pierre-feuille-ciseau. Voilà pour l'anecdote. En tout cas, parmi ceux qui à gauche, parmi ceux qui à gauche ont fait le choix de ne pas snober le Benjamin RN, on a Sandrine Rousseau qui a accepté la poignée de main, tout comme le communiste André Chassaigne, choisi comme candidat du nouveau Front populaire pour le Perchoir. André Chassaigne qui vient donc d'arriver en tête au premier tour devant Sébastien Chenu du RN, puis la sortante Yael Braun-Pivet de Renaissance. Le LR, Philippe Juvin ainsi que Naïma Mouchou pour Horizon ont retiré leur candidature. Le centriste Charles de Courson maintient la sienne, sa candidature. Donc 4 candidats encore en lice pour le deuxième tour en ce moment même.
Il pourrait même y avoir un troisième tour. On vous tient au courant évidemment du résultat dans les vraies voix. On est là, on a même un ancien président de l'Assemblée nationale avec nous. On est là, on est bien. Autre hémicycle, Ursula von der Leyen a été largement reconduite par les eurodéputés. Reconduite pour un second mandat de 5 ans à la tête de la Commission européenne. Elle promet de faire de l'industrie et de la défense ses priorités. Priorité aussi au logement, dit Ursula von der Leyen. Deuxième mot, incendie. 7 personnes ont péri à Nice dans l'incendie très probablement criminel de leur immeuble. 7 personnes dont 3 enfants de 5, 7 et 10 ans, mais aussi un adolescent de 17 ans qui s'est défenestré. Tous habitaient au 7e étage de cet immeuble situé quartier Moulin à l'ouest de Nice. Juste avant l'incendie, des gens cagoulés ont été filmés en train de disperser de l'essence au 2e étage, indique le maire de Nice, Christian Estrosi. Il décrit un quartier gangréné par le trafic de drogue. Il y a des batailles de gagner et pas la guerre. Et on sent bien qu'il y a une pauvre famille innocente, exemplaire, qui a été victime d'une guerre qui n'est pas la leur. Et que pour moi, le maire de Nice, c'est pas possible. La détermination est grande et en ce qui me concerne, non seulement les criminels, les barbares soient interpellés, mais qu'ils aient des sanctions exemplaires pour qu'on comprenne qu'ici la République doit l'emporter sur tout le reste. Christian Estrosi, le maire de Nice, au micro AFP de Fabien Novial. En plus des 7 victimes décédées, un homme de 47 ans est grièvement blessé après s'être lui aussi jeté par la fenêtre. Selon le Premier ministre, l'enquête progresse. 3 personnes sont recherchées, indique Gabriel Attal, qui s'est rendu sur place à Nice ce matin avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Autre fait divers, Félix Mathieu à Paris, le conducteur de 24 ans qui a percuté une terrasse hier soir a été placé en psychiatrie. Il pourrait s'agir finalement d'un acte volontaire au regard de ses déclarations en garde à vue. La collision dans le 20e arrondissement de la capitale a fait 1 mort et 6 blessés, dont 3 hospitalisés en urgence absolue. L'enquête initialement ouverte pour homicide involontaire a donc finalement été requalifiée en assassinat, voire tentative d'assassinat, indique le parquet. Troisième mot, nous y sommes. Le village olympique a donc ouvert ses portes. 14 000 personnes attendues dans ce village à cheval sur Saint-Denis, Saint-Ouen et sur l'île Saint-Denis. Il ouvre officiellement ses portes aujourd'hui à 8 jours des Jeux Olympiques. Alors parmi les premiers arrivants, les délégations de la Thaïlande, de l'Australie, de la Colombie et puis parmi les plus fiers aujourd'hui, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. Très très grande fierté à la fois de voir près de 15 000 athlètes fouler le sol de la Seine-Saint-Denis, mais aussi cette prouesse, cette vitrine exceptionnelle des savoir-faire français dans de très nombreux domaines pour construire ce village avec ce souci que nous avons eu tous, bien sûr d'avoir un village qui réponde aux souhaits, au confort, aux projets sportifs des athlètes, mais aussi que ce soit au lendemain des Jeux un formidable accélérateur des transformations urbaines dont la Seine-Saint-Denis a besoin. Stéphane Troussel, le président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, avec Thierry Guerrier et Joseph Ruiz, les JO dans tous leurs états à midi sur Sud Radio. Vous vouliez ajouter un petit mot sur le propriétaire des Girondins de Bordeaux qui reconnaît que son club de foot est dans une situation critique. Oui, Gérard Lopez le dit cet après-midi dans un entretien à l'agence France Presse. Les Girondins relégués en national, c'est-à-dire en 3e division à titre conservatoire pour des raisons financières. Merci Félix. Un rapport commandé par Emmaüs et réalisé par le cabinet Egae a révélé hier que 7 femmes accusent l'abbé Pierre d'attouchement et d'agression sexuelle entre les années 1970 et 2005. Celui qui fut élu 17 fois personnalité préférée des Français cachait donc une autre réalité et certains étaient au courant de ces agissements. Une fois la stupeur passée, chacun se met à cogiter dans notre fort intérieur. Un avis se forge. Dans un instant, nous vous posons la question. Êtes-vous surpris des accusations contre l'abbé Pierre? Le grand débat est à suivre dans un instant. Vous répondez sur le compte X de Sud Radio. Et vous nous dites que oui, vous êtes surpris à 73%. Restez avec nous, on va essayer de donner un peu de lumière à tout cela avec notre invité également, Léontine Baégel, qui a écrit un très joli petit livre qui est sorti chez Robert Laffont, 5 petites tristesses. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. 4 vraies voix pour vous aujourd'hui, oui. Avec un ancien président de l'Assemblée nationale. C'est important de le souligner en ce jour d'élection. Nous sommes avec François de Rugy, qui est donc ancien président de l'Assemblée nationale. Entre autres. Ça devait être particulier aujourd'hui. Il n'est pas que d'être un ancien. Allez-y, dites ce que vous avez envie. Comment avez-vous envie qu'on vous présente à part cela? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu logique de faire référence à cette expérience.
expérience qui a été la mienne il y a maintenant 7 ans et qui n'était pas du tout dans la même configuration, puisqu'à l'époque j'avais été élu à la majorité absolue dès le premier tour. Oh là là. On continue à présenter nos vraies voix. Oui, avec nous, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Priscilla Ludowski, co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies, aux éditions Au Diable Vauvert. Et Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire, un incontournable de la pensée française. Allez, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'information est tombée hier dans un rapport commandé par Emmaüs et dirigé par le cabinet EGAE spécialisé dans la prévention des violences. Cette femme affirme avoir été victime d'attouchements et d'agressions sexuelles de la part de l'abbé Pierre. Ces faits se seraient déroulés entre les années 1970 et 2005, soit 2 ans avant sa mort en 2007. Celui qui fut nommé 17 fois personnalité préférée des Français n'était pas celui que l'on croyait, a priori. Il est même révélé que certains étaient au courant de ses agissements. Par exemple, une ancienne salariée a rapporté que la consigne était donnée à ses collègues féminines de ne jamais se rendre seules auprès de lui. Parlons vrai, nos icônes nous apparaissent immaculées, intègres, inattaquables. Quand Michael Jackson ou Gérard Depardieu répondent de leurs actes devant la justice, la déception envahit les fans. Mais que dire quand l'incarnation du bon doit répondre d'actes ignobles? Comment réagissez-vous? Nous vous posons la question, vous les auditeurs de Sud Radio, #libération de la parole, #violence sexuelle. Êtes-vous surpris des accusations contre l'abbé Pierre? Et vous l'êtes à 74%. Vous votez sur le compte X de Sud Radio et vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir. Alors pour nous aider à répondre à ces questions et puis faire un peu la lumière sur tout cela, on reçoit Léontine Baïgel qui a publié 5 petites tristesses, un très joli roman chez Robert Laffont. Un roman qui est aussi un peu autobiographique, Léontine Baïgel. Absolument. Voilà, bienvenue déjà. Bienvenue, un livre sur l'emprise, on peut le présenter comme ça. Oui, c'est la meilleure manière de le résumer, je pense. Bon. Alors c'est Judith qui m'a aidé pour bien le résumer. Oui, parce que je vous ai reçu dans Destin de femme. C'est comme ça que je vous ai rencontré. Alors Léontine, justement, dans ce livre, vous racontez en fait que vous avez eu une histoire d'amour avec un homme beaucoup plus âgé que vous, qui était un ami de vos parents. Et en fait, c'était pas vraiment une histoire d'amour puisque c'était une histoire d'emprise. Est-ce que ça résume à peu près l'histoire en question? C'est exactement ça. C'est une histoire que j'ai prise pour de l'amour pendant presque 1 an. Malgré les allers-retours et les hésitations, parce que je pense que c'est le propre de l'emprise, c'est d'être complètement tiraillé entre un état qu'on pense être de l'ordre de l'admiration, de la confiance et effectivement peut-être même de l'amour, et qui aussi entre cet état et au contraire une espèce de prise de conscience que cette personne nous fait souffrir et même nous violente. Donc voilà, ça a duré 9 mois jusqu'à ce que... Vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. Ouais. Voilà. Ouais, donc très, en fait, jeune, c'est un peu particulier parce que moi j'étais pas mineure, donc du coup ça complexifie d'autant plus la situation. Lui, il avait une bonne 30aine d'années de plus que vous, quoi. Lui, il avait 60 ans, voilà, exactement. Bon, écoutez, je vous propose concernant l'abbé Pierre d'écouter. Alors vous intervenez, vous les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Les vraies voix vont intervenir, donner leur point de vue. Et il y a ce témoignage d'un auditeur. Je vous propose de l'écouter. Oui, bonjour, Jean-Christophe de la région de Castres. Je vous appelle au sujet donc de l'annonce faite sur l'abbé Pierre. Je suis quand même très étonné que cet homme d'un âge certain, et moi je peux vous dire que je l'ai connu à l'époque dans les années 85 à 90 où j'étais présent. Ce vieil homme, il était enfermé avec nous les moines, donc j'ai du mal à comprendre comment est-ce que ce vieil homme ait pu faire des agressions auprès de femmes. Voilà, c'était ma réponse. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir. Bon. Ouais, la réponse sur le compte X de Sud Radio, puisqu'on vous pose cette question. Êtes-vous surpris par ces accusations, Judith? Alors lui, il l'est, et puis vous l'êtes toujours à 74%, effectivement. Alors on a aussi je vais vous faire réagir les vraies voix justement là-dessus, on a aussi une auditrice qui commente, alors pour se faire l'avocat du diable, prendre en compte tous ces déballages des décennies plus tard de ces soi-disant actes sexuels est une honte. Pensez aux centaines de femmes qui se font vraiment violer dans la France de 2024, dont les auteurs ne sont pratiquement
pratiquement pas puni. Ouais. Une réaction, alors déjà, les vraies voix. C'est vrai que cette situation est particulière. On le rappelle, l'abbé Pierre est décédé en 2007, Sébastien Ménard. On est tous, je dirais, abasourdis. C'est pas étonné, on est abasourdi. Enfin, on parle effectivement d'une personnalité un peu hors norme, au destin pas comme les autres, au chemin de vie tout à fait exceptionnel, et qui porte une dimension au-delà de l'engagement spirituel qui était le sien, un engagement humaniste au service des autres, dans le dénouement le plus absolu. Et on découvre 17 ans après sa disparition qu'il était un homme comme les autres. Donc ça, c'est le premier choc. Et on va dire qu'il avait des pulsions sexuelles comme les autres, qu'il était contrairement comme les autres, et qu'il s'est vraisemblablement aussi comporté comme un salaud comme les autres. Voilà. Et moi, j'ai pris ça, je vais le dire crûment dans la gueule hier. C'est quelque chose qui vient à la fois bousculer votre rapport à l'histoire, votre rapport à la foi, votre rapport, je dirais, aux autres, et puis votre rapport aux femmes, évidemment. Alors pour en revenir justement sur ces mécanismes d'emprise, Léontine, on va vous poser une question encore sur justement le mécanisme d'emprise, parce que vous, l'emprise que vous avez connue, c'est parce que c'était une figure d'autorité, en fait, quelqu'un aussi qui rayonnait, qui vous impressionnait, et c'est aussi pour ça que vous êtes laissé faire, en fait. Je pense que c'est toujours comme ça. En fait, il y a toujours une forme d'admiration, ou en tout cas une forme de confiance, on va dire aveugle, envers la personne qui nous place sous emprise. Et dans le cas de l'abbé Pierre, il y avait, pour moi, c'est cette espèce de pouvoir et d'abus de pouvoir poussé à l'extrême, dans le sens où c'est une espèce de figure tutélaire qui effaçait en fait toute forme de doute, de crainte. Et qui exerçait un sentiment de confiance absolue par sa figure et qui il était, et qui du coup abolissait cette inquiétude qu'on peut avoir par rapport aux hommes, et c'est comme énormément d'hommes, et comme vous l'avez cité tout à l'heure, Gérard Depardieu, cette espèce de monstre sacré, abusé de son pouvoir, de sa posture, et de sa position, absolument. Mathieu Hoc, cette relation entre le pouvoir et la séduction, elle est tellement infime à certains moments que les dérives sont souvent possibles et arrivent malheureusement. Ouais. Tout à fait, c'est exactement le propre justement de la question endémique des violences sexuelles, notamment à l'encontre des femmes. C'est-à-dire que justement, dès lors qu'il y a une figure d'autorité, mais qui peut être effectivement un lien hiérarchique ou un lien qui n'est pas hiérarchique, ça peut être effectivement une différence d'âge très prononcée, ça peut être effectivement un rayonnement intellectuel, un charisme de la personne qui exerce justement une emprise, comme vous venez de le dire, fait que justement, il y a cette possibilité de passer très vite dans une forme de violence à l'encontre des femmes. La question qui est quand même posée par rapport à ce que vous disiez, c'est est-ce que cela nous surprend ? En réalité, pas tant que ça, parce qu'en fait, ce n'est pas sur la personne en tant que telle, c'est la question endémique. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que les violences sexuelles à l'encontre des femmes sont présentes partout dans la société, y compris dans les lieux de pouvoir, c'est plus étonnant aujourd'hui qu'il y ait certaines personnes qui tombent justement après, même des années après. La question quand même qui est posée ensuite après, c'est la réponse des pouvoirs publics pour pouvoir justement réguler ce phénomène, voire l'abolir dans le meilleur des possibles. La problématique, elle est double. Elle est à la fois d'un point de vue judiciaire, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement la personne puisse là se défendre. En l'occurrence, l'abbé Pierre peut plus se défendre. Ça ne sera pas le cas. Ça sera pas le cas. Mais c'est pour ça qu'il y a un sentiment étrange. Et c'est pour ça que je comprends la réaction de vos auditeurs justement qui disent justement être surpris. C'est-à-dire que la figure est une figure tutélaire. Ça arrive des années après. 17 ans, ça a été rappelé. Donc effectivement, on comprend la difficulté. Le deuxième levier, ensuite, c'est la réponse justement policière, la répression. Et donc pour ça, il faut d'abord, un premier élément, recueillir la plainte justement. Et là-dessus, on sait que depuis 2017, si le bilan du ministère de l'Intérieur n'est pas exceptionnel sur un certain nombre de sujets, il y a eu des progrès. Sur ce sujet-là, effectivement, de la formation des policiers, il y a eu des progrès, puisqu'une enquête justement du collectif Nous Toutes montrait que 35% des femmes en 2017 étaient insatisfaites de l'acception de la plainte au commissariat, lorsque aujourd'hui on est plutôt à 65%. Alors Priscilla Ludowski, pour en revenir justement à ces mécanismes d'emprise, il y a aussi ce silence
avec sur les avertissements en interne en fait dans Emmaüs, comme la consigne par exemple qu'il y avait pour les collègues de pas se rendre seules, les femmes seules auprès de l'abbé Pierre. Ça renforce forcément aussi la possibilité d'emprise et c'est ce qui rend l'affaire d'autant plus louche, j'ai envie de dire. Oui, je trouve que ce qui est intéressant à observer dans ce cas, si on peut utiliser le mot intéressant, c'est la gestion de la communication faite par la Fondation Abbé Pierre qui, je trouve, d'une part, a bien fait de se mettre en relation avec un cabinet expert sur la question pour prendre en charge le sujet, parce que parfois c'est pas totalement le cas. On a l'impression qu'on peut se charger de gérer ça en interne alors qu'il n'y a pas les compétences pour, et je trouve ça intéressant qu'ils aient fait appel aux personnes compétentes pour faire ça. Oui, parce qu'il y avait déjà eu des enquêtes sur d'autres thèmes concernant Emmaüs, qui est lié à l'abbé Pierre aussi, donc dans un tout autre domaine, ce qui était l'utilisation des employés en l'occurrence. Ouais. Et donc d'une part, il y a cette question-là. Je trouve que c'est intéressant qu'ils aient eu l'humilité de faire appel à ce cabinet. Et ensuite, la communication faite de manière transparente au public, d'annoncer, parce qu'on aurait pu penser qu'une organisation qui reçoit de tels signalements, qui fait en sorte que ce soit pris en charge par un cabinet, passe ça sous silence parce que donc c'est passé. Vous trouvez ça courageux, quoi. Et je trouve, alors, responsable plus que courageux. Je pense qu'il y a une certaine responsabilité, et pour rassurer aussi les personnes qui travaillent ou qui soient bénévoles dans l'organisation, que ce soit chez Emmaüs ou la Fondation Abbé Pierre. Donc je pense que ça c'est intéressant, et que quand j'entends cette dame qui s'étonne du fait qu'on en parle qu'aujourd'hui, je pense qu'il est jamais trop tard d'abord, et qu'ensuite ça contribue à faire qu'on questionne les processus de prise en charge de ces questions-là, et de la sensibilisation qu'on peut faire soit auprès des employés, des bénévoles et même du public en général, et qui fait qu'aujourd'hui on en parle, et donc ça contribue à faire ça aussi. Ouais, Léontine Béhaguel, donc je rappelle, vous avez publié écrit ce livre, 5 petites tristesses. Là on parlait de l'emprise, on va dire de l'aura. Il y a l'emprise du pouvoir, on le connaît très bien avec les chefs d'entreprise par exemple. Là il y a une dimension de la différence d'âge, et je crois que ça vaut peut-être le coup que vous nous expliquiez, parce que ces écarts d'âge, il faut peut-être que les plus âgés comprennent que là aussi il y a des dérives possibles sans s'en apercevoir. Est-ce que je tâtonne, allez-y, éclairez-nous. Oui, déjà, c'est pas seulement une différence d'âge, parce que c'était mon parrain. Donc déjà, c'est une figure, et comme dans énormément de cas, voire même la majorité des cas, en fait, de violences sexuelles, c'est une personne qui est soit dans la famille, soit dans l'entourage proche de la famille. Et là, c'était mon cas. Donc c'est une personne qui m'a portée dans les bras quand j'étais bébé. Donc certes, il y a une différence d'âge, et je suis persuadée qu'une relation ne peut pas être totalement saine et équilibrée quand deux personnes ont autant de différences, et surtout quand la plus jeune est aussi jeune, c'est-à-dire à peine majeure, et que l'autre a toute une vie derrière lui, 2 enfants, un divorce, enfin. Oui, parce que là, pardonnez-moi, mais ce qui me semble effectivement très très impressionnant, c'est que vous l'avez présenté comme un ami de la famille au départ, mais ce rôle de parrain, là pour le coup, ça change tout. C'est vrai que c'est incompréhensible, quoi. Ouais. Et comment je peux l'expliquer ? Je pense que dans mon cas personnel, en tout cas, moi j'étais extrêmement fragile, seule. Je n'avais vécu absolument aucune histoire d'amour. J'avais à peine embrassé un garçon en tremblant, pour vous situer un petit peu, pour vous planter le décor. Et cet homme m'est apparu, est revenu dans ma vie après une longue absence, parce qu'il avait été éloigné de ma famille par mes parents pour de multiples raisons. Comme une espèce de porte de sortie de cette vie un peu ennuyeuse et morose, et d'un coup m'apportait sur un plateau tout ce que j'avais toujours voulu, c'est-à-dire une espèce de liberté adulte qui était complètement illusoire, parce qu'en pensant saisir une indépendance, on se retrouve dans une dépendance bien plus grande, parce que déjà bien sûr dépendance financière, évidemment, j'étais étudiante, dépendance affective totale, puisque tout mon entourage avait un peu coupé les ponts avec moi, y compris ma famille, parce qu'ils étaient complètement surpris et estomaqués par cette relation. Donc je pense que dans mon cas, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire j'ai eu le sentiment de saisir une liberté, de saisir une indépendance, de partir de chez mes parents, et tout ça sous couvert, en ayant le sentiment ou l'impression de vivre une grande histoire d'amour, ce qui n'est absolument pas le cas, et ce qui s'est avéré par la suite être une histoire de violence, en fait.
François de Rugy, vous êtes dans le milieu politique en fait, parce qu'on entend parler beaucoup de différents milieux actuellement. On a entendu le milieu du cinéma, on a entendu aussi plein de milieux qui ouvrent, voilà, les humoristes, puis effectivement les prêtres, enfin bon bref. Dans le milieu politique, ça arrive aussi, ces mécanismes-là, on en entend pas mal parler. C'est pas encore tombé. Est-ce que vous pensez que ce MeToo en fait global va finir par arriver? Et est-ce que justement les politiques masculins sont au fait de leur comportement parfois? Je pense qu'en politique, ça fait quand même longtemps qu'il y a des mises en cause d'hommes politiques. Après, est-ce que par rapport à des personnes, y compris décédées, puisque là on parle de l'abbé Pierre qui est décédé depuis 7 ans, est-ce qu'il y aura un jour des accusations aussi par rapport à des hommes politiques qui ont exercé les plus hautes fonctions? Je n'en sais rien. Moi, je pense que ce qui est quand même frappant, c'est que à l'époque où l'abbé Pierre était au sommet, si je puis dire, de ses responsabilités, et d'une forme de gloire médiatique, vous savez qu'il a même été député à une époque d'ailleurs, il a vraiment eu une vie avec 1000 facettes, mais très connue. Et je pense que à cette époque-là, quand même, il y avait très peu de mise en cause. Il y avait vraiment un couvercle qui était mis sur ces accusations. Les personnes qui avaient été agressées ou qui considérait qu'il y avait eu des comportements inacceptables, soit n'étaient pas du tout entendus, voire éconduites, parce qu'en fait, on ne voulait pas nuire à l'organisation, on ne voulait pas nuire à une personnalité connue, on protégeait la personnalité mise en cause et non pas la victime, et parfois même les personnes n'osaient même pas le faire, ou intégraient par elles-mêmes, avec peut-être des mécanismes un peu comparables à l'emprise, l'idée que non, il fallait rien dire, parce que ça allait nuire à l'organisation et à une personne qui par ailleurs avait plein de qualités. On l'a vu dans un autre registre, aux confins des médias et de la politique, avec Nicolas Hulot. Les enquêtes qui ont été faites à plusieurs reprises, et c'est la deuxième vague en quelque sorte qui a révélé un certain nombre de choses. C'était l'époque où il était très médiatique et où en fait il y avait autour de lui des gens qui le protégeaient, non pas contre ses comportements, mais contre les mises en cause, alors qu'il y en avait eu. J'espère qu'aujourd'hui, pour moi c'est ça le progrès, j'espère qu'aujourd'hui ce n'est plus ainsi, et qu'aujourd'hui, s'il y a des comportements comme cela, ils sont immédiatement dénoncés. Bon, alors pour conclure ce débat, on va aller au 0826 300 300 avec Muriel de Béziers, donc qui est avec nous. Muriel, vous, votre sentiment à cette question que nous avons posée, est-ce que vous êtes finalement surprise de ces accusations sur l'abbé Pierre? Moi, je vais vous dire une chose, c'est quelqu'un qui est mort, il peut pas se défendre. Donc sortir des affaires comme ça, 7 ans ou 8 ans après sa mort, il s'est jamais caché. Il y a eu des reportages qui sont passés hier ou avant-hier sur les chaînes d'info, où il disait j'ai fait des péchés de chair. Il le disait. Donc il s'en est jamais caché. Mais cet homme est mort. Il a eu, comme tout homme, et puis il y a d'autres prêtres qui sont mariés, etc. Voilà. Moi, effectivement, votre témoignage. Qui ne peut pas se défendre. Je trouve ça inadmissible qu'on puisse s'attaquer des années après à lui. Voilà. Merci Muriel, on vous aura entendu. 0826 300 300. Ouais, il est mort en 2007. Merci Léontine Baïgel. Je rappelle votre roman que je recommande, 5 petites tristesses. C'est sorti chez Robert Laffont. C'est un très joli livre où vous racontez l'emprise, mais avec de très jolis mots. Merci d'être venu parmi nous. Merci à vous. Chers auditeurs, vous restez avec nous. C'est votre moment préféré. Le quiz de l'été. Il vous a concocté un petit truc, je vous dis pas tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. 17h55 sur Sud Radio, c'est l'heure du quiz de l'été et de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors c'est quoi le thème d'aujourd'hui, Frédéric? Eh bien, vous savez, ça y est, il est ouvert le village olympique. Les pays arrivent, ils sont là. Et donc c'est un quiz sur les pays, un quiz musical sur les pays. Voilà le thème. Mais ne faites pas cette tête, mais enfin. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Non, jamais au quiz pour moi. Alors, Muriel. De toute façon, on a 2 équipes de 2 plus Muriel. Voilà, Muriel. Voilà. Alors, donc, on vous explique. Aujourd'hui, c'est jour particulier. Il y a donc une équipe avec Priscilla Ludowski
et François de Rugy. C'est la première fois qu'ils se retrouvent côte à côte. Attention. La première fois sur Sud Radio. Oui, voilà. Autant des gilets jaunes. Exactement. Et de l'autre côté, Mathieu Hoc et Sébastien Ménard. Avec qui décidez-vous de faire équipe? Avec quel duo, cher Muriel? Ben écoutez, Monsieur de Rugy et Priscilla Ludowski. Voilà. Merci Muriel. Eh bien, on compte sur vous. Allez, la première équipe arrive à 4 points. Faut trouver l'interprète. Vous criez fort, hein, Muriel. Extrait numéro 1. Patricia Cass. Oui, Patricia Cass. Il a bien compris la consigne, Sébastien. Il a bien crié. Et il nous avait dit qu'il était incollable. 1-0 pour l'équipe Ménard-Hoc. Allez, extrait numéro 2. Nicaragua, c'est Managua, la ville, il reste encore une rafale, un signe, une blessure sur le futur. Alors Muriel? Oui, je vois qui c'est. C'est comment? Bernard Lavilliers. Et c'est terrible parce qu'il lit dans votre pensée et il s'en sert, Sébastien Ménard. Le son est bas, c'est pour ça que j'ai du Oui, mal. en plus, on entend très mal au téléphone. Maxime, Maxime Sénat, notre réalisateur, va tout peu faire. la musique. Effectivement. Un son très pur. Extrait numéro 3. Je vais vous la compter. Dalida. François de Rugy avec notre auditrice Muriel et avec Priscilla. Ça fait donc 2-1. Et celle-là, elle est facile. Faut vous réveiller, Mathieu. Ouais. Vous êtes prêts? C'est pas le tout de connaître l'histoire de France. Allez, extrait numéro 4. Bob Marley. On l'a dit en même temps, mais j'ai pas crié. Non. Moi, j'ai Allez, parce que c'était très serré, je l'offre à Priscilla Ludowski. Ah oui, il faut pas et donner donc, la prime à celui qui crie le plus fort. et donc à Muriel. Muriel, votre équipe, vous êtes à 2 partout. 2 partout. Le premier arrive à 4, on le rappelle. Attention. Merci, Muriel. Extrait number 5. Vanessa Paradis. J'ai pas dit assez vite, merde. Il est fort, ce Sébastien Ménard. Maxime. Il est fort à tous les niveaux, mais on lui a demandé d'être fort. Allez, balle de match alors. Hein. Allez, extrait numéro 6. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. C'est Pierre Perret. Pierre Perret, oui, très bonne réponse de Muriel. Égalité, vous remontez. Bravo Muriel, vous permettez à ce jeu d'avoir le magnifique scénario qu'on attend à chaque fois, c'est-à-dire le 3-3, balle de match. Quelle belle chanson, elle arrivait des Somalie, Lily. Magnifique chanson de Pierre Perret. Hein. Je suis sûre que vous la chantez bien en plus. J'adore la chanter, oui. Voilà. Dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider des poubelles à Paris, c'est absolument magnifique. C'est magnifique comme parole. D'accord. Alors, extrait numéro 7. C'est parti. La balle de match, c'est jamais facile. Hein. Muriel? C'est Alain Chamfort. Alain Chamfort. Mais t'as regardé, vous avez regardé sur ma fiche? Non, je vois rien du tout. Non, mais il reçoit les informations d'un coup. En Malaisie. Vous allez pas faire votre Françoise Devoir. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu en face. C'est dommage. Muriel dit on attend à peine les paroles, mais c'est un peu Alain Chamfort qui veut ça. Il susurre un peu Alain Chamfort. Bon, victoire de Mathieu et de Sébastien. Merci. Je suis un peu un passager clandestin. Contribution décisive de Merci Muriel. Et je vous le dis, à cause du Tour de France, on a explosé, on a beaucoup de retard. Il est déjà 18h, on se retrouve dans un instant. Voilà, 0826 300 300 si vous voulez réagir et être avec en face, jouer avec nos vraies voix. Ministre aussi François de Rugy. Et oui, ils sont 4 ce soir, émission spéciale. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Priscilla Ludowski, co-autrice, j'ai pas mis de V, de gagner pour que la politique change vraiment nos vies aux éditions Au Diable Vauvert. Ludosky, Ludowski. Bravo. Voilà. Mathieu Hoc est là, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Allez, vous avez la parole avec Félix Mathieu. Alors Félix, 60%, bah non, c'est pas ça. La loi qui prévoit des points d'eau partout sur le territoire n'est pas appliquée selon une ONG qui lutte contre la pollution plastique. L'ONG No
L'ONG No Plastic in Maïsi lutte contre les bouteilles plastiques jetables et pour ça, elle surveille l'application de la loi anti-gaspillage qui prévoit des points d'eau dans les établissements recevant du public, une façon d'inciter les gens tout simplement à venir avec des gourdes plutôt qu'acheter des bouteilles plastiques. Et résultat, il y a du mieux sur un an, par exemple dans les gares, mais on est encore très loin des comptes à l'heure des JO. 60% des établissements recevant du public enfreignent la loi et ne mettent pas de points d'eau à disposition, nous dit l'association. Bonsoir Muriel Papin. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, déléguée générale de cette association No Plastic in Maïsi. Ça a progressé depuis un an tout de même, mais trop lentement finalement, c'est ça votre constat? Oui, et puis en plus, l'application de la loi, elle devait intervenir début janvier 2022, donc on a quand même 2 ans et demi de retard. Et après 2 ans et demi, on n'est toujours pas à 100% d'établissements équipés, on n'est qu'à 40%, même pas à la moitié. Donc c'est vrai, et en plus on est en plein été, les gens ont chaud, les gens ont besoin de s'hydrater, ils peuvent pas remplir leur gourde, ils sont obligés d'acheter des bouteilles plastiques quand ils sont en déplacement. Et ça, c'est inadmissible. Et vous faites le constat que même dans les cas où il existe des points d'eau, ils sont mal signalés? Ou alors ça peut être dans des toilettes à l'hygiène un peu douteuse peut-être aussi? Alors, la loi autorise le fait qu'on puisse remplir sa gourde dans des toilettes, mais en effet, il faut que du coup l'hygiène soit irréprochable. Il faut aussi que l'eau elle soit tempérée, qu'elle soit pas chaude. Parfois, en fait, elle est un peu tiède, donc on va pas remplir sa gourde pour s'hydrater. Et puis, parfois, on peut pas placer sa gourde. En fait, on n'a pas la place. Donc voilà, c'est possible que ce soit dans les toilettes, mais il faut qu'en effet, ce soit propre et qu'on puisse remplir sa gourde facilement. Et puis, par ailleurs, il faut que quand on arrive dans un endroit, on ait une signalétique qui nous dise. Alors, on n'a pas parlé des endroits, c'est des établissements type gare, aéroport, grosse station-service, centre commercial. Il faut que quand on arrive dans cet endroit-là, on ait une signalétique qui nous indique le point d'eau, comme on a une signalétique pour les toilettes, l'ascenseur, etc. Ouais, c'est vrai que c'est des endroits où on hésite un peu à aller mettre de l'eau, c'est l'environnement, c'est le contexte, quoi. Oui. Écoutez, en tout cas, la loi prévoit qu'on ait ces points d'eau et c'est un service qui est rendu aux citoyens, notamment quand il est en déplacement, puis à tous les touristes qui vont venir en France. Là, l'eau en France, elle est de qualité sur tout le territoire. C'est l'occasion, par rapport aux millions de touristes qui arrivent, de démontrer aussi qu'on peut utiliser beaucoup moins de plastique et notamment beaucoup moins de bouteilles plastiques. François de Rugy, il y a une loi et cette loi n'est pas appliquée. Bon, j'ai l'impression que c'est un fait commun parfois en France. On rappelle que vous êtes ancien ministre de l'écologie, de l'environnement, et que vous travaillez aujourd'hui pour une banque qui finance des projets justement écologiques. Oui, sur la transition écologique. Mais en plus, cette loi, je la connais bien, parce que j'en suis un des papas, si je puis dire, avec Brune Poirson, qui était secrétaire d'État auprès de moi à l'époque quand j'étais ministre. Donc, il faut quand même rappeler quelle date elle a été adoptée en 2020. Donc, faut aussi garder le sens de la mesure. C'était sans doute pas très réaliste, d'ailleurs, de dire, pour une loi adoptée en 2020, en 2022, dans tous les établissements recevant du public, il y aura un point d'eau, un robinet, etc. On est quand même à 60% des établissements qui enfreignent la loi. En 4 ans. Ouais. Et pourquoi ça pourrait pas être on a des taux qui sont de fait... 60% des établissements recevant du public enfreignent la loi et ne mettent pas de point d'eau à disposition. Si j'ai lu le communiqué, on a dans les gares un taux qui est plus élevé de ça. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que évidemment qu'il faut pousser à l'application de la loi et qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour que cette mise à disposition de l'eau sur des lieux où il y a beaucoup de public soit faite. C'est pas gratuit. Pour l'utilisateur, c'est gratuit évidemment, et l'eau elle est gratuite. Mais en revanche, pour le bâtiment, le gestionnaire du bâtiment, il faut faire des petits travaux, il faut organiser les choses. Donc c'est aussi pour ça que ça se fait pas en un jour. Il faut trouver le bon espace. On voit bien les toilettes d'ailleurs. On dit il faut la bonne signalétique. Je sais pas vous, mais moi, dans un centre commercial, j'ai jamais vu une signalétique pour indiquer les toilettes. Et vous êtes obligé de demander, et en général, on fait tout pour vous dissuader d'y aller. Et pourtant, il passe énormément de monde, y compris des enfants, etc. Donc, on voit bien que c'est pas si simple que ça. Et donc, moi, je trouve que, évidemment, il faut toujours s'améliorer, mais c'est bien aussi de constater le chemin parcouru. Il y a du chemin encore à parcourir pour cette loi comme pour d'autres, mais c'est bien quand même de se dire, en 4 ans, on a déjà équipé quasiment la moitié de tous ces établissements recevant du public. Et en effet, on le voit autour de nous. François, que maintenant il y a des robinets en accès libre, même dans la rue, pour que chacun puisse se boire, s'hydrater. Le verre à moitié plein. Voilà. Le verre à moitié plein, Muriel Papin. On conclut avec Muriel Papin, justement l'occasion des sites de compétition des Jeux Olympiques là qui arrivent. Là, vous alertez à cette occasion, Muriel Papin, pour conclure.
Sur les sites des Jeux Olympiques, ils ont prévu des points d'eau qui vont être soit dans les toilettes, soit il va y avoir des racks d'eau installés. Donc, et il y a une communication qui est faite vis-à-vis des visiteurs pour qu'ils puissent venir avec leur groupe. Mais je rappelle quand même qu'un des sponsors des Jeux Olympiques, c'est Coca-Cola, et que par ailleurs, il va y avoir des millions de bouteilles plastiques qui vont être utilisées lors des Jeux Olympiques, et que en dehors des sites des Jeux, c'est aussi une occasion de promouvoir le modèle de la bouteille plastique et des boissons embouteillées par les acteurs qui les vendent. Donc voilà, j'ai un peu de réserve sur ce côté-là. Je voudrais quand même rappeler que on a une augmentation du nombre de bouteilles plastiques mises sur le marché. C'est l'ADEME qui nous le dit, l'agence environnementale, de 4% en 2022, alors que la loi prévoit une réduction de moitié en 2030. Donc en fait, on alerte parce que l'objectif global de réduction, on a beaucoup de mal à le tenir. Bon, c'était bien d'alerter. Merci. Félix Mathieu. Merci. Muriel Papin, on rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. Allez, vous restez avec nous dans un instant. C'est le tour de table de l'actu des vraies voix. 0826 300 300 si vous avez des choses à dire. Sud Radio, c'est votre radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. 18h18 sur Sud Radio, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. 0826 300 300 si vous voulez réagir, vous restez avec nous tout au long de cette émission, quand vous le voulez. Et puis le tour de table de l'actu. Spécial, là c'est un tour en carré, parce qu'ils sont 4. Voix, c'est tout de suite. C'est pas le triangle. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette, qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non! Qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Eh ben voilà, Mathieu Hoc. On va commencer par vous. Oui, Mathieu, avec la France, championne d'Europe de la pression fiscale. Oui, parce qu'on n'a pas été champion d'Europe de football, ça n'aura échappé fort malheureusement. On pourrait même dire champion du monde. Avec notre meilleur joueur qui a été horrible pendant toute la compétition. Blague à part sur Kylian Mbappé. Non, surtout c'est qu'aujourd'hui, le 17 juillet, nous venons de payer tous ensemble l'ensemble des cotisations sociales et des charges sociales et des impôts que nous payons justement sur l'année pour l'État. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 18 juillet, l'argent que nous gagnons, en fait, nous le gagnons pour nous-mêmes. Donc, tout ce que vous venez de travailler jusqu'à présent. C'était ça, la Saint-Frédéric, alors. Exactement, a été donné à l'État. Donc, effectivement, cette question-là, quand même, nous interroge, parce que travailler 6 mois pour l'administration, ça pose la question suivante ensuite, c'est qu'est-ce que l'État fait de notre argent, évidemment, et surtout, quelle est la trajectoire des finances publiques? C'est quand même le grand oublié aujourd'hui de la séquence parlementaire qui s'achemine, c'est-à-dire que la dissolution avait été faite justement pour éviter une difficulté sur le vote du budget. Il semblerait que la situation à l'Assemblée nationale, qui est complètement ingouvernable actuellement, renforce cet état de fait. L'Union européenne veille quand même au grain sur justement les finances publiques françaises. On est rentré dans une procédure de déficit excessif. C'est à mon sens, le grand absent de la période, et c'est pour ça que je voulais le mettre en avant aujourd'hui. Oui, mais ça va, parce qu'on a des super services de l'État. Et effectivement, tout en sachant qu'effectivement, on paye tout ce qui est santé, ça suit bien, l'éducation, de la richesse nationale. Exactement, 46% de la richesse nationale est prélevée, et pour autant, on a des services publics qui sont toujours aussi défaillants en termes de qualité, de quantité. L'exemple tout à l'heure qu'on a eu sur les urgences. Les urgences à Béziers, retard, etc. Donc c'est un vrai problème. Alors je rebondis là-dessus. Tiens, Sébastien Ménard, justement, comment ça se fait qu'on paye autant d'impôts et que nos services publics fonctionnent si mal, à votre avis? Qui fonctionnent si mal, je suis pas d'accord. Ok. Je suis pas d'accord parce que vous avez en face de vous un grand voyageur, quelqu'un qui, depuis qu'il a quitté la haute fonction publique et qu'il est entrepreneur et qui voyage dans de nombreux pays dans le monde, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand je me regarde et quand je regarde mes contemporains en France et la manière dont on fonctionne tous ensemble en France, on peut s'inquiéter. Mais honnêtement, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on se rassure et on est très content de revenir en France. Je rappelle quand même que même si effectivement je fais partie de ceux, mon cher Mathieu, qui dénoncent la pression fiscale, qui font d'ailleurs de la France le champion du monde de la pression fiscale, on est aussi les champions du monde, et là pour le coup, moi j'en suis plutôt fier, de la prestation sociale. Voilà, il n'y a pas de pays au monde où on est le plus accompagné, aidé de sa naissance jusqu'à sa fin de vie par la puissance publique. Et ça, quelque part, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis, moi, content de payer des impôts, voire beaucoup d'impôts. Le seul truc qui est gênant, c'est que c'est souvent mal géré. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourrait faire plus pour encore plus de monde, et on pourrait faire mieux
pour beaucoup plus de monde. C'est que c'est mal géré. Alors vous, en revanche, Priscilla Ludowski, vous seriez peut-être du genre à dire remettons encore un peu plus de pression fiscale, non? Je me trompe? Enfin, j'ai plus grand-chose, Priscilla, là, je peux plus là. Bien sûr que non. non, au contraire. D'ailleurs, en 2018 et 2019, pendant le mouvement des Gilets jaunes, ça faisait partie des fortes revendications, la question des services publics et de leur gestion, et de la transparence, justement, sur l'usage, le fléchage, pour savoir, en fait, les gens se questionnaient en toute sincérité. En fait, moi, j'avais des personnes en face de moi en plateau qui me disaient, mais en fait, c'est parce que les gens veulent pas payer d'impôts, mais c'est pas du tout ça, ce que les gens disaient. Ils disaient, on a conscience que pour pouvoir financer les services publics, on doit payer des impôts, mais on n'a pas l'impression que ça finance réellement ces services publics lorsqu'on voit qu'ils se détériorent. Et c'était vraiment ça le cœur du sujet. Et donc, moi, je pense que, c'est important de discuter de ce sujet-là, et notamment lorsqu'il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. À la base, lorsqu'on a monté ce collectif des Gilets citoyens pour interpellé Emmanuel Macron à l'époque pour la création d'une assemblée citoyenne sur plusieurs sujets, il y avait le sujet de la fiscalité. Et je me souviens que quand il a pris la parole pour faire le bilan de cette convention citoyenne, il a dit peut-être qu'on devrait envisager de faire cette convention citoyenne sur la fiscalité pour repenser la manière dont la fiscalité se fait en France. Et donc je pense que pourquoi pas, en fait, c'est un dispositif possible pour repenser les choses. François de Rugy, on passe à votre tour de table. Vous voulez nous parler d'eau, des affrontements de Sainte-Soline aux pénuries dans les Pyrénées-Orientales. Vous demandez s'il faut stocker l'eau de pluie, en fait, c'est ça? Oui, parce que c'est un sujet récurrent maintenant, les manifestations, les affrontements autour de ces projets dits de bassines, qui sont en fait tout simplement des aires de stockage de l'eau, alors qui peuvent être plutôt de l'eau pompée dans les nappes phréatiques au moment où celles-ci sont excédentaires, c'est-à-dire en hiver, mais qui à d'autres endroits pourraient être du stockage de l'eau de pluie avec des retenues d'eau. Il y a d'autres régions. Ça a plutôt bien marché, il a beaucoup plu là. Alors là, oui, je voyais il y a quelques jours, c'est comme ça que m'est venue l'idée de ce sujet, une carte du BRGM, donc qui est l'instance française publique qui fait référence en matière de géologie et donc qui étudie les nappes phréatiques et qui a publié au 1er juillet 2024 la situation des nappes en France. Et en fait, elles sont excédentaires dans quasiment toutes les régions de France, à l'exception quand même des Pyrénées-Orientales, dont on a beaucoup parlé, qui elles sont très en dessous du niveau. Alors, c'est parce qu'il a beaucoup plu, chacun l'a ressenti, et là, le ressenti rejoint la réalité en 2024, quasiment 6 mois de pluie excédentaire, et on a donc les nappes qui se sont rechargées. Mais au-delà de ce constat annuel, et l'année prochaine ce sera différent, et l'année dernière c'était différent, simplement cette réflexion sur le fait que l'adaptation au réchauffement climatique, on peut pas le contourner, on peut pas l'oublier. Il faut à la fois lutter contre les causes du réchauffement climatique et contre les effets. Parmi les effets, il y a évidemment la question de l'eau. La sécheresse à un certain moment, des sécheresses prolongées, plusieurs semaines parfois sans pluie, et qui évidemment font que les nappes se vident, que les fleuves, les rivières aussi sont quasiment à sec. Et évidemment, ça pose des tas de problèmes pour l'agriculture, mais aussi pour l'énergie, puisqu'on refroidit les centrales avec de l'eau des rivières, mais aussi d'ailleurs pour tout un chacun d'entre nous. On parlait tout à l'heure des verres d'eau qu'on peut avoir gratuitement dans les endroits recevant du public, mais sans vouloir être catastrophiste, c'est pas mon genre. Le risque existe dans certaines régions de France, notamment le Grand Quart Sud-Ouest, que demain on ait des problèmes de pénurie d'eau potable, qu'on ait des problèmes d'accès à l'eau potable. Donc vous, François, vous nous dites, vous êtes pour les méga-bassines. Il faut absolument, à l'échelle nationale, avoir un plan qui se décline région par région, territoire par territoire, parce que les territoires sont différents, pour avoir du stockage de l'eau. Et donc du stockage d'eau de pluie au moment où c'est excédentaire, et de le garder, alors bassine ou autres techniques, barrage à tels endroits, etc., stockage souterrain, il y a plein de techniques. Il y a aussi le recyclage de l'eau, c'est un autre sujet, mais sur lequel il faut absolument travailler pour tout simplement anticiper ces sécheresses prolongées qu'on aura d'autres années. Bon, pour autour de la table, rapidement, parce qu'on a 40 secondes, et puis après... Totalement pour. Mathieu, je souscris à tout l'argumentaire. J'ajouterais peut-être un élément qui, effectivement, il faut que les services publics aussi fonctionnent sur la manière de l'adduction d'eau, parce qu'il y a un chiffre qui est quand même assez marquant, qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que 20% de l'eau est perdue dans notre réseau d'infrastructures. Et c'est aussi un sujet qu'il faut... C'est un vrai sujet, effectivement. Sébastien Ménard. Toujours très court, pour ou contre? Pas mieux. Très bien, très bien. Priscilla Ludowski. Moi, j'ai envie juste de rappeler qu'il y a eu on a appelé la crise agricole, parce qu'il y a eu le mouvement social des agriculteurs, et je pense qu'il faut qu'on se souvienne quand même que les grandes bassines, elles bénéficient surtout aux grandes exploitations, et que ce sont souvent les petits toujours
qui. C'est pas très vrai. C'est un autre débat. Ça, moi, je pense que c'est le cas, que ça bénéficie aux grandes exploitations qui ont des grandes surfaces à irriguer et que ce sont pas forcément les petits qui sont mis autour de la table. Alors, tout le monde n'est pas pour. Enfin, parmi les petits exploitants, Priscilla, mais en fait, ils sont parfois 5, 6, 7 exploitants sur la même bassine et vous avez toute taille d'exploitation. Non, mais d'accord. Mais peut-être pas celles qui sont en tout cas d'accord avec tout ce qui se fait au niveau de la FNSEA. Donc je pense qu'il faut mettre autour de la table toutes les exploitations qui ont un mot à dire sur la manière dont on doit gérer l'eau et la manière dont on doit gérer son exploitation agricole et s'adapter aussi au fait que, qu'on le veuille ou non, il y a une tendance à ce que l'eau se raréfie. Bon, vous allez la garder, votre tour de table de l'actu, c'est juste après ça. Voilà. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Alors, c'est la suite du tour de table de l'actu des vraies voix. Et comme je l'ai dit, Priscilla Ludowski, vous aviez la parole, vous la gardez. Vous voulez nous parler du harcèlement subi par plusieurs joueurs français après avoir dénoncé les chants racistes des joueurs argentins. Oui, j'ai envie de dire, évidemment, ça suffit le racisme tout court, mais encore plus dans le football, parce qu'il y a des joueurs qui subissent à l'occasion de matchs ou alors en dehors des propos racistes de certains joueurs. Et je pense que cette vidéo qui a été postée par l'équipe argentine, et en particulier Enzo Fernandez, elle pose question, parce que pour aller jusqu'à faire un live et se permettre d'exprimer un racisme aussi décomplexé, c'est qu'il y a aussi une certaine justice qui permet de le faire. Et je pense qu'il est temps qu'il y ait des sanctions plus significatives à l'encontre de ces joueurs, parce que je pense surtout aux joueurs français qui vont devoir le retrouver au club de Chelsea et qui vont devoir par professionnalisme le côtoyer, jouer avec lui. Oui, parce qu'ils sont coéquipiers. Ils sont coéquipiers. Il y a 6 Français qui sont d'ailleurs de couleur noire, voilà, et qui ont été directement visés par ces propos racistes. Bien sûr, ils vont devoir le retrouver comme si de rien n'était. Alors évidemment, il y a. Je me fais plus d'inquiétude pour lui que pour eux là dans ce cas-là, s'ils doivent le retrouver derrière. Mais moi, je m'inquiète pas pour les racistes, non, pas du tout. Mais c'est une manière de parler. Oui, j'ai bien compris, mais c'est important de dire que les sanctions elles sont pas là, et même s'il y a une procédure qui a été lancée par Chelsea, moi je pense qu'il faut le dégager du club. Voilà, que ce soit exemplaire et que ça se reproduise plus, parce que ça suffit. Le club anglais, c'est bizarre, on a un retour bizarre. Le club anglais effectivement a dit qu'il allait prendre des mesures. C'est assez surprenant les vraies voix, parce que dans le monde du sport, on le voit, il y a cet universalisme, et on le sent bien à travers les Jeux Olympiques, et des fois réapparaissent des propos comme cela, Mathieu Hoc. Non mais complètement, le football est un sport, est à l'image de la société, effectivement, ça c'est un constat qui est assez clair. Donc effectivement les problèmes de racisme sont très importants dans le foot. Mais ce que démontre, on va dire, l'exemple aussi de Enzo Fernandez, le joueur de Chelsea, c'est aussi la question des cultures aussi d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'ils mettent en avant en disant en Argentine on fait ça. Mais voilà, justement, le problème en fait, le problème c'est surtout qu'en fait, il y a dans un certain nombre de pays, en Argentine, en Uruguay, en Italie pour ce qui est en Europe, ou même dans les pays d'Europe de l'Est, ou dans les pays arabo-musulmans, un racisme hystérique à l'encontre des personnes noires, et notamment à l'encontre des joueurs de foot de l'équipe de France, parce qu'ils considèrent aujourd'hui que l'équipe de France, telle qu'elle est constituée actuellement, ne représenterait pas la population française. Et on retrouve surtout cela dans ces pays-là, les pays donc Italie, les pays d'Amérique latine et les pays d'Europe de l'Est, et surtout les pays aussi arabo-musulmans. Et ça, c'est un vrai problème. Tant que la FIFA ne règle pas ces sujets-là, il ne pourra rien se passer. Allez, on va passer au tour de table de Sébastien Ménard. Alors Sébastien, vous voulez nous parler du match, en fait, en quelque sorte. Peut-être de natation, d'ailleurs. Oudéa Castéra et puis Anne Hidalgo. Surtout, en fait, ça m'a rappelé une fable de Jean de La Fontaine qui est Le lièvre et la tortue. Si vous... Allez-y, c'est magnifique. Vous allez comprendre là où je vous emmenez. Que dit cette fable? La morale, c'est rien ne sert de courir. Ma chère Judith, il faut partir à point. Il suffit de partir à point. Il suffit de nager à point. Voilà. Donc, on a eu effectivement, et j'ai absolument rien contre la pauvre Amélie Oudéa Castéra, mais. Parce qu'elle a glissé sur son ponton. Non, c'est pas ça. Le sujet n'est pas ça. C'est pas celui-ci. C'est qu'il a fallu, et on l'a vu, elle a été ridicule, je dirais, en soutien, en défense, avec des éléments de langage qu'elle maîtrisait pas sur le cas, qui n'en est pas un d'ailleurs, Aya Nakamura. Enfin voilà, c'était ridicule. Ah oui, je connais, je chante ci, je chante ça. Enfin, elle était ridicule parce que tout le monde avait
compris que c'était complètement fake et qu'elle avait lu ça en sortant de sa bagnole de ministre. Et là, donc, elle a le sujet, c'était il faut plonger dans la Seine, il faut être la première à plonger dans la Seine, il faut être la première à prendre la lumière. Bon, je trouvais de toute façon l'initiative plutôt courageuse, mais on la voit arriver dans une combinaison, pour celles et ceux qui ont l'habitude chez moi de faire du surf en 4-4-6, enfin les combinaisons que vous mettez quand l'eau elle est à moins 12. C'est une combinaison de triathlon. Hein. Oui, mais enfin c'est ce que vous voulez. Intégral, c'est-à-dire mais totalement intégral. Avec, voilà, c'est mal filmé. Elle est sur une rampe de descente de bateau complètement vaseuse. Elle commence de trébucher. Elle saute, elle fait un plat. Il y a absolument personne pour l'accompagner. Elle fait l'étoile. Elle est la première. Mais elle nage bien parce que c'est une ancienne tenniswoman de haut niveau. Elle est sportive. Ma femme aussi. Enfin, pour autant, moi aussi je sais nager. Tout ça. Et Anne Hidalgo, en revanche, je vous dis que c'était plus réussi. Tout ça a été. J'ai trouvé la séquence avec la ministre des Sports pathétique, ridicule, mal préparée, voilà, pour être clair. Après 7h du matin, samedi. Et par contre, là où j'étais très étonné, c'est que moi qui critique souvent sur cette antenne Lady Anne Hidalgo, à qui Lady Anne Hidalgo, j'adore. Elle nage bien, je trouve. À qui je ne trouve mais aucun talent en matière de communication politique, en matière de bon sens, de stratégie, etc. De gestion ou de niveau des impôts. Là, pour le coup, la séquence... François de Rugy, voyons. La séquence, elle est parfaite. On a la maire de Paris qui est entourée, qui est radieuse, qui est, je dirais, en shorty. Oui, radieuse. Qui va gentiment descendre dans l'eau de manière naturelle avec une échelle, etc., va nager, etc., va être applaudie parce qu'elle a réussi à mobiliser, je dirais, son équipe. D'aucuns diront un fan club. Sauf que la séquence est belle. Sauf que la séquence coûte cher, certes, mais la séquence est réussie. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle où je me dis souvent en politique, on a toujours tendance à vouloir prendre la lumière tout de suite, à faire le buzz, à imprimer, comme on dit. Bon voilà, Oudéa Castéra s'est complètement planté et là on n'attendait pas Hidalgo triompher, Anne Hidalgo a triomphé. Donc le lièvre c'était Amélie Oudéa Castéra et la tortue évidemment Anne Hidalgo. Voilà. Merci pour ce très beau tour de table. Et surtout on aurait pu espérer que les deux le fassent en même temps. Ça aurait eu tellement plus de force que là se tiennent en quelque sorte main dans la main l'État, la ville de Paris juste avant les JO pour plonger dans la Seine. On ne sait pas faire en France. Même si moi j'ai des gros doutes sur le fait qu'on veuille absolument nager dans la Seine. Mais c'est un autre débat. Ça, je suis bien d'accord. Moi, j'irai pas non plus. Il n'y a aucune ville qui fait ça. Bon, allez, aujourd'hui, à partir de 15h, les députés siégeaient à l'Assemblée nationale pour élire le président. Où ça en est d'ailleurs? Qui va devenir ou la présidente, tout à fait. Qui deviendra le 4e personnage de l'État ou la 4e personnage de l'État? Merci François de Rugy. Le scrutin à bulletin secret sans majorité absolue s'annonce ouvert avec 6 candidats officiels, mais il y en a qui sont retirés déjà. La question est posée sur le compte X de Sud Radio. Empressez-vous d'y répondre. #élection, #perchoir. L'identité du président de l'Assemblée nationale est-elle majeure, stratégique, symbolique ou anecdotique? C'est serré. C'est serré, oui, c'est tout à fait serré. Je vais y arriver. Il y a 3 blocs en fait. Alors, nous avons anecdotique qui arrive en premier à 30%, ensuite on a stratégique à 28%, symbolique à 26% et majeur à 15%. Et bien sûr. Et stratégique vient de passer à 31%. Bravo, et bien sûr avec nous ce soir 4 vraies voix parce que l'une de ces vraies voix est un ancien président de l'Assemblée nationale. François de Rugy, vous avez occupé le perchoir. Ça restera l'apogée de votre carrière professionnelle en 2 mots? En tout cas, c'est un grand honneur de siéger comme président de l'Assemblée nationale. Après, c'est une fonction très particulière en politique puisqu'on n'a pas de très grand pouvoir en fait. Voilà. On est plus là pour faire en sorte que tout se passe bien. On est le garant du bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas rien. Non. Surtout dans une période comme celle que nous connaissons. Vous allez nous expliquer tout ça. Ça va être dans assez un instant. tumultueux. Ouais. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et aujourd'hui, on est avec nos 4 vraies voix exceptionnellement, puisqu'on a un ancien président d'Assemblée nationale et que le sujet s'y prête. François de Rugy, ancien ministre, donc président de l'Assemblée nationale, et puis vous faites plein d'autres choses quand même. Il sera peut-être un jour président de l'Assemblée nationale. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et président du comité éditorial du journal quotidien.
Vous le saurez Priscilla peut-être. Ludowski, co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies aux éditions Au Diable Vauvert. Et puis, alors elle, si un jour elle est députée, elle ira avec un gilet jaune quand même. Elle a toujours le petit mot, hein, elle a toujours le petit mot. C'est là que tout a commencé. Failli être députée européenne. Et puis, Et puis Mathieu Hoc. Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Je le vois bien ministre des Sports. Il est bien ce petit Il y Mathieu. aura peut-être une élection législative Vous par êtes an validé maintenant. par les Vrais Voix, Mathieu Hoc. Moi je vous aime bien Mathieu quand même. Allez, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Eh bien, aujourd'hui, vous le savez, depuis 15 heures précisément, les députés siègent à l'Assemblée nationale pour élire leur présidente ou leur président. Il deviendra ou elle deviendra le 4e personnage de l'État. Pour l'occasion, les députés voteront à bulletin secret sous la présidence du doyen d'âge, assisté par les 6 plus jeunes députés qui remplissent des fonctions de secrétaire jusqu'à la formation du bureau. Alors, qui sera élu en l'absence de majorité absolue? Le vote par les 577 députés s'annonce particulièrement ouvert. Il y avait 6 candidats officiels qu'on vous rappelle. Yael Braun-Pivet pour Renaissance, la présidente sortante, le centriste Charles de Courson du LIOT, Philippe Juvin, les Républicains, Sébastien Chenu du RN, Naïma Mouchou d'Horizon et André Chassaigne PCF, qui est le candidat unique du nouveau Front Populaire. Mais ça bouge pas mal d'ailleurs, Frédéric. Oui, c'est bientôt, c'est le dépouillement d'ailleurs du deuxième tour, on vous tient au courant. Alors parlons vrai. Le titre rayonne sur une carte de visite, un CV, l'exposition médiatique déclenche une pluie de « Oh, regarde, c'est lui » ou elle, dans la rue ou au marché. L'ego s'érige en toutes circonstances. Et pourtant, avez-vous l'impression que le perchoir offre à son locataire de puissantes prérogatives? L'enjeu mobilise toutes les forces vives des partis représentés. C'est la question coup de projecteur en ce jour d'élection à l'Assemblée nationale. Alors, l'identité du président de l'Assemblée nationale est-elle majeure, stratégique, symbolique ou anecdotique? Et c'est stratégique qui l'emporte à 31%, ensuite anecdotique à 29%, symbolique à 25% et majeur à 15%. Sébastien Ménard, je vous sens chaud pour répondre, de vous donner votre vision de cette question. La vision, c'est que, et je parle sous le contrôle du président de Rugy, je fais exprès de dire président de Rugy. On est président à vie. On peut vous appeler président Rugy encore si vous voulez, mais de fait, moi je suis pas très attaché au titre. Oui, non, mais moi surtout quand on ne l'est plus. Mais à l'Assemblée nationale, le personnel de l'Assemblée, quand je les croise, ils continuent à m'appeler comme ça. Parce que voilà, je l'ai été. Non, puis moi, si je sors avec vous, par exemple, je dis bonjour, Monsieur le Président, parce que ça me fait bien. Ça veut dire, vous êtes avec le président. Donc, il faut pas grand-chose à Brunel. Ce qu'il faut quand même rappeler, puisque François de Rugy est modeste, c'est que le président de l'Assemblée nationale en France est la 4e personnalité de l'État. Donc dans l'ordre, le président, numéro 2, la plupart des gens pensent que c'est le Premier ministre, c'est le président du Sénat, en 3, Premier ministre, en 4, président ou président de l'Assemblée nationale. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. La France, c'est pas la Hongrie. La France, c'est pas l'Italie. La France est l'une des... C'est pas le Liechtenstein, par exemple, non plus. La France est on va pas se fâcher avec tous nos voisins. Il faut quand même rendre à la France ce qui est la France. C'est-à-dire que ce n'est pas rien. Voilà, c'est-à-dire que être celui qui est le garant du bon fonctionnement de la démocratie. Le Parlement, c'est une très 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 grosse partie du processus de la mécanique, du mécano démocratique français. C'est pas rien, c'est pas neutre. Donc effectivement, ce qui est en train de se jouer pendant que nous discutions ici chez Sud Radio est important à l'Assemblée nationale. Vous avez évidemment 3 visions. Parce que c'est de ça qui est en train de se passer. Vous avez 3 visions du monde, de l'ordonnancement démocratique et du jeu politique français qui s'opposent aujourd'hui. Vous avez à la fois. Et donc il faudra quelqu'un qui trouvera. Bon, on continue le. c'est pas, je sais pas moi tout seul. Non. Pardon, Monsieur Brunel. Alors, justement, tiens, François de Rugy, sur l'importance de ce poste dans l'architecture de l'État, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement? Vous aviez du pouvoir? Alors, encore une fois, le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Premier ministre, il dirige pas un gouvernement, et il faut surtout pas confondre d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est important parce que dans la période que nous vivons,
s'il y a une façon de s'en sortir, c'est en respectant scrupuleusement la Constitution et les pouvoirs de chacun. Et le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, il est le garant du bon fonctionnement de l'Assemblée, ce qui peut paraître une formule oui, c'est ça, bateau, on voit pas trop ce voilà. que ça représente. Et puis alors les gens voient souvent, il faut le dire, un peu les honneurs, le titre, 4e personnage de l'État. D'ailleurs souvent les gens me disaient vous êtes le 2e. C'est-à-dire qu'en fait les gens voient le président de l'Assemblée nationale comme plus haut qu'il est dans l'ordre protocolaire parce qu'il est élu au suffrage universel direct. À la base c'est un député, contrairement aux autres. Mais surtout, au-delà de cet honneur qui est fait à une personne d'être élu président de l'Assemblée nationale, et évidemment il y a le prestige de l'Assemblée, l'hôtel de la Cède, etc. Il faut surtout retenir qu'il y a tout un travail invisible du grand public, qui est que il faut veiller à ce que l'ordre du jour soit bien tenu, que les services de l'Assemblée nationale, 1300 fonctionnaires et contractuels, le budget de l'Assemblée nationale, plus de 600 millions d'euros tous les ans, ça, le président de l'Assemblée nationale ne le fait pas tout seul, il le fait avec le bureau de l'Assemblée, il le fait avec 3 questeurs qui sont 3 députés qui ne doivent pas être tous du même groupe et qui gèrent le budget, qui gèrent les moyens financiers, matériels, les bâtiments, ça a l'air de rien, mais les bâtiments de l'Assemblée nationale, entre le bâtiment historique, Palais Bourbon, qui n'a pas du tout été fait pour ça au départ, qu'il faut sans cesse entretenir, qu'il faut sans cesse réinvestir, les bâtiments à côté, parce que sinon on peut pas loger tous les députés correctement, on peut pas leur donner un bureau. Là, actuellement, les députés arrivent, ils ont pas de bureau. Il va falloir leur attribuer à chacun un bureau. Il faut veiller à tout cela. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et évidemment, l'ordre du jour, et évidemment la police des séances, parce qu'il faut bien parler là de quelque chose qui est assez vous connu. aviez un côté un peu animateur radio, quoi, d'une certaine manière. Surtout, on m'avait dit, moi, que j'étais un maître d'école avec une baguette qui tapait sur les doigts. Qui tapait sur les doigts des ministres, d'ailleurs, aussi. Moi, on m'avait surnommé, c'était l'Express qui m'avait sonné le serial Cooper, puisque je coupais la parole aux ministres qui dépassaient le temps de parole. J'essaye, voir. Priscilla Ludowski. Non, mais je trouve intéressant d'expliquer comment ça se passe en coulisses, parce qu'on a ce spectacle qu'on voit à la télé et sur les réseaux sociaux de moments clés comme ça, comme je coupe la parole ou je passe la parole ou voilà des petits coups d'éclat, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de faire beaucoup de pédagogie sur la manière dont ça se passe en interne et dire ce que ça représente la fonction. Je pense que moi j'aurais répondu au sondage à mi-chemin entre symbolique et stratégique. Stratégique pour la période politique actuelle et symbolique pour ce que représente la fonction lorsqu'on est éloigné et qu'on ne sait pas comment ça se passe. Parce que là, les gens de gauche se battent pour avoir un président de gauche. Ça veut bien dire que ça leur donne quelques prérogatives. C'est pour ça que je parle de stratégie, parce que le moment politique actuel fait que je pense pas que ce sera anecdotique, justement au contraire, que de choisir une personne issue d'un groupe ou d'un autre. Mathieu Hoc, on peut revenir un petit peu sur justement les conséquences de cette élection et de l'importance aussi de ce rôle du président de l'Assemblée nationale sur les futures décisions législatives, en fait, tout bêtement, du pays, quoi. Tout à fait. La présidence de l'Assemblée nationale est très stratégique. Enfin, aussi, pour répondre à votre question, elle est véritablement stratégique, notamment dans la période actuelle, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire de la Ve République, le président de l'Assemblée nationale est issu donc du groupe qui arrive à la majorité du coup à l'Assemblée nationale et qui est donc de la même couleur politique, soit du président de la République, ça c'est le cas du fait majoritaire, soit du Premier ministre en cas de cohabitation. Donc, pour tous les acteurs, la présidence de l'Assemblée nationale est ultra stratégique. Pour Emmanuel Macron, c'est de savoir en fait quel va être le barycentre de cette Assemblée nationale. Est-ce qu'elle penche plutôt vers le nouveau Front populaire, si par cas le nouveau Front populaire arrive à avoir la présidence de l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'elle penche plutôt vers une coalition de droite, centre-droit, voire un peu plus à droite, en fonction des résultats de la présidence de l'Assemblée nationale, puisque le président de l'Assemblée nationale ou la présidente va pouvoir donner le barycentre politique de l'Assemblée nationale. Le deuxième élément, c'est qu'il est hyper important et hyper stratégique pour les blocs, les différents blocs. Il y a une lutte aujourd'hui acharnée entre le bloc du Rassemblement national, on a bien compris qu'il ne pouvait pas avoir la présidence de l'Assemblée nationale, mais entre le bloc dit du centre, on va dire le bloc central, et le bloc de gauche pour pouvoir justement être en capacité de proposer un Premier ministre Emmanuel Macron. Donc oui, la présidence de l'Assemblée nationale est très stratégique pour le président de la République et pour les différents partis. Bon, alors les vraies voix, les auditeurs de Sud Radio sont très en attente du résultat et jamais peut-être une élection n'a été aussi incertaine. Alors peut-être rapidement chacun un pronostic, une tendance, Sébastien Ménard. Je pense que le bon sens devrait l'emporter. C'est quoi le bon sens ? Là, c'est plus un pronostic, c'est un avis. Non, mais on a la NUPES 2.0, elle est au taquet de ce qu'elle peut obtenir en matière de voix. Donc là, le bon sens, ils sont à 200 voix. Pour vous. Je n'imagine pas quelques collègues ou anciens collègues macroniens venus de la gauche donner un blanc-seing à ce candidat communiste.
liste. Chassaigne. Donc, voilà, Ouais. je n'y crois pas. Donc on a Horizon qui a porté une candidature. On a les LR qui ont porté une candidature. Il est Elliott, voilà, évidemment, assez indépendant avec Charles Amédée de Courson. Il est, à mon avis, très probable qu'au 3e tour, ces différentes candidatures se reportent sur... Sébastien, il y a des résultats. Priscilla Ludowski, je regardais parce que vous m'envoyez le message et ça commence par Ludowski. Ça vient d'arriver. Alors allez-y, vous les avez. On va devoir vous laisser bientôt. Je les donne. Donc Yael Braun-Pivet, pour l'instant, au 2e tour, 210. Normal. André Chassaigne, 202. Sébastien Chenu, 143. Charles de Courson, 12. Philippe Juvin, 1. Il y en a un qui veut rien lâcher. Mais est-ce qu'on peut voter pour quelqu'un qui n'est pas Mais c'est pas Philippe Juvin qui a voté pour lui-même, je précise. Voilà. En conclusion, François de Rugy. Yael Braun-Pivet, elle passe en tête parce qu'elle a su rassembler davantage au-delà de son groupe, qui ne fait que 100 voix. Il faut le rappeler. Et donc c'est intéressant. Moi après j'ai dit quelque chose, je vous le dis là aux auditeurs, ce que j'ai dit à Yael Braun-Pivet il y a quelques jours. Je lui ai dit, si tu es réélu, il faut aussi que tu prennes ton indépendance. Tu prennes ton indépendance par rapport à ta famille politique d'origine pour que tu sois vraiment au-dessus de la mêlée. Symboliquement, ne sois plus dans aucun groupe à l'Assemblée nationale. C'est ce qui se fait en Grande-Bretagne et ça permet d'être au-dessus de la mêlée. Et il va falloir être au-dessus de la mêlée, d'avoir un président ou une présidente au-dessus de la mêlée parce que la mêlée, elle va être très tumultueuse. Merci. Merci beaucoup, les vraies voix. On vous rappelle pour nos auditeurs, François de Rugy, vous êtes notamment ancien ministre et président de l'Assemblée nationale, mais vous faites plein d'autres trucs, on l'a dit. Sébastien Ménard, vous êtes entrepreneur dans la food tech, président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Priscilla Ludowski, co-autrice de Gagner pour que la politique change vraiment nos vies aux éditions Au Diable Vert, et Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Et puis alors tout de suite on va retrouver... Merci à vous tous, oui. Ouais, merci. Thomas Binet. Oui, c'est Thomas Binet qui arrive, puis après tout de suite l'info. À demain. Allez,